L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'on renoue avec le plateau collégial de la fin de semaine pour parler des sujets qui les intéressent et qui, j'espère, vont vous intéresser aussi parce que c'est le but. J'ai à mes côtés Charlotte Faulkner, Lina Badreddine, bonjour à toutes les deux. Bonjour Thibaut. De la rédaction de Télé Grenoble, accompagnée de Laurie Baillet. Salut. Et de Solène Petitjean, qui représente non pas la rédaction de Télé Grenoble, mais le collectif Les Mondaines. C'est ça, le grand retour, voilà, collectif ma part. Internationalement connu, Solène qui n'était pas venue depuis le printemps dernier. Donc, mais tu vois, la télé, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Tu vas vite retrouver tes automatismes. On va parler de la Noix de Grenoble, de création en macramé, de concours vidéo express. Mais Charlotte, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, puisque cette émission reviendra sous cette forme tous les week-ends et qu'on démarrait la saison dernière par la revue de presse, une petite sélection d'infos iséroises qui ont trouvé écho dans les médias nationaux. Exactement. Et alors pour commencer cette revue de presse, j'ai envie de vous dépayser tout simplement en vous emmenant en montagne, plus précisément dans le massif des Écrins. Alors Brut a réalisé un reportage sur la réserve du Lovitel. Donc c'est un espace où la nature évolue sans action humaine pour voir comment elle se développe. C'est comme ça depuis 1995 et personne ne peut y mettre les pieds à part quelques chercheurs et scientifiques qui sont 10 à 15 par an pour observer comment ça fonctionne et l'évolution de la réserve. Je vous laisse découvrir ça. Et du coup, on a découvert, par exemple, à peu près pour l'instant 500 espèces de papillons, environ une centaine d'espèces d'araignées. On doit être à près de 300 espèces de champignons, à près de 150 espèces de lichens. On va trouver une cinquantaine d'espèces d'oiseaux. Donc une multitude de variétés et on pense que donc au total on est à peu près aujourd'hui à 2400 espèces décrites. Il y a peu de sites où on connaît autant d'espèces, mais enfin il y en a quelques autres et on estime qu'on en a encore au total à peu près 5 à 6 000, donc à peu près 4 000 à découvrir encore. Non, je voulais juste préciser que Brut, parce que tout le monde ne connaît pas les nouveaux médias, c'est un média Facebook et Internet. Oui, c'est ça, principalement sur Facebook. Le lac du Lovitel, par contre, moi je connais bien, ça se trouve juste au-dessus de Port-d'Oisans. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va continuer à rester en montagne. Alors cette fois-ci dans le Vercors, où le journaliste Hugo Clément et son émission Sur le front ont fait découvrir un espace idyllique de 500 hectares où cerfs, renards et sangliers viennent se promener. Donc c'est un espace où la chasse est en cours. Le reportage montre que des miradors ont été installés à quelques mètres des points d'eau. Alors seulement ce terrain maintenant, il est en vente pour 2,2 millions d'euros. Et c'est l'association pour la protection des animaux sauvages qui souhaite le racheter. Le journaliste a donc donné un coup de pouce et a lancé une cagnotte pour les 150 000 euros manquants à l'association. L'objectif a donc été largement atteint puisque 12 000 personnes ont réalisé un don et il n'a fallu que 26 heures pour atteindre l'objectif. Donc d'ici la fin du mois, l'association pourra donc être propriétaire du terrain et créer son sanctuaire de la biodiversité. J'imagine qu'elle interdira aux chasseurs de venir tirer les animaux sur son terrain. Je pense, exactement. Bon, ça promet, parce que les chasseurs, pour leur faire changer d'habitude, c'est pas gagné. On va voir ce que ça donne. On suivra ça. Et alors, on va rester, comme la montagne, ça nous gagne, particulièrement toi, Thibaut. On va rester dans cette thématique avec un article du Parisien qui raconte les retrouvailles de l'alpiniste dromoise Elisabeth Revol et l'un des deux alpinistes polonais qui lui a sauvé la vie sur les pentes du Nanga Parbat dans l'Himalaya. Et ils étaient aussi tous les deux présents lors des rencontres ciné-montagne avec toi, Thibaut, car ils ont reçu la médaille de la ville de Grenoble par le maire Éric Piolle. Et oui, on a d'ailleurs quelques images de cette remise de médaille. Et voilà, on peut les mettre en plein écran parce que voilà, c'est lui le sauveur d'Elisabeth Revol. Et pour l'anecdote, effectivement, ils étaient aux rencontres ciné-montagne tous les deux avec Christophe Wielecki qu'on voit là, qui est le chef d'expédition polonais qui a permis à deux de ces alpinistes d'aller sauver Elisabeth Revol. Et pendant le festival à Grenoble, je leur posais des questions. Ils étaient polonais, donc ils répondaient en polonais. Et
il y avait un traducteur. Et pour l'anecdote, j'ai posé une question sur les femmes et l'alpinisme à Christophe Wielecki, l'ancien, qui a fait une réponse, on va dire, assez misogyne, on peut le dire, sauf que le traducteur polonais n'a pas traduit exactement ce que l'alpiniste venait de dire, parce qu'il a bien senti que 4000 personnes dans la salle, ça pouvait peut-être faire quelques vagues. Et donc voilà, j'ai su qu'après coup, que ma question et sa réponse avaient été édulcorées pour que ça passe de façon assez soft. Alors là, on va carrément changer de sujet puisque l'Isère était représentée ce jeudi au JT de France 2. Et alors, les caméras du journal télévisé se sont posées sur la commune de Crolles, plus précisément sur un rond-point où les Gilets jaunes sont présents depuis le début du mouvement, il y a presque un an. À 20 km de Grenoble, Crolles, petite ville au cœur de l'Isère. 8600 habitants et un rond-point, l'un des derniers occupés par des Gilets jaunes, un an après le début du mouvement. Dans ma rue, les gilets sont restés. Bonjour. Bonjour. Ce jour-là, ils sont une cinquantaine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Crolles. Bienvenue à Crolles. En point des gilets jaunes tenu depuis un an. Alors ça tombe bien hein, parce que c'était jeudi soir au JT de France 2 et jeudi soir sur Télé Grenoble, on avait une partie des Gilets jaunes de Crolles sur ce plateau à vos places, les filles, pour célébrer effectivement les 1 an du mouvement et ce rond-point qui est assez atypique puisque c'est un des derniers en Isère à être encore en place. Et alors on va finir cette revue de presse alors avec une invention grenobloise qui cette fois-ci a attiré les caméras de M6. Le 1945 a fait découvrir les coulisses de l'entreprise Up2You, spécialiste de l'aptique. Et comme Thibaut, toi tu es incollable, je vais te demander d'expliquer aux téléspectateurs ce que c'est l'aptique. L'aptique, c'est du polonais, non, non. J'ai envie de me tourner vers Solène parce que tu connais pas l'aptique. Ah si, je connais bien l'aptique. Bon, on va quand même laisser les pros l'expliquer. Et lorsque je vais déplacer mon doigt sur cette molette, eh bien, je vais réellement sentir comme si j'avais une molette avec des crans, comme une molette de coffre-fort, par exemple. Utile pour régler la clim dans l'habitacle sans quitter la route du regard. Votre doigt a la sensation de s'enfoncer. Tout cela n'est qu'une illusion propagée par des ondes sous la dalle de verre. Tout est intégré sous l'écran, donc on met à l'intérieur de l'écran des composants qui vont avoir la propriété de générer une micro-vibration, donc une petite vibration, à la surface de l'écran. Voilà, Up2You, qui est une start-up grenobloise qui est en train d'innover, peut-être de révolutionner nos usages dans les années à venir dans le monde entier. Solène, Up2You, vous les connaissez bien également hein. Oui, je les connais bien et probablement aussi ils vont révolutionner les choses dans le monde de la mode parce que tu vas peut-être bientôt pouvoir toucher ce que tu vois dans les magasins, voilà, les vêtements, les photos sur Instagram. C'est la science du toucher, donc c'est vraiment le palper sur écran. Il était venu au mois de septembre, Cédric Chapas, sur ce plateau et il m'expliquait que voilà, même des tables en bois, on pourrait bientôt avoir des boutons qu'on sentirait mais qui n'existeraient pas physiquement grâce à cette nouvelle technologie qui donc fait parler de Grenoble bien au-delà des frontières du département. Comme Solène a pris la parole, elle va la garder. Le retour des mondaines, ou de Solène en tout cas dans cette émission. Les mondaines qui étaient dans l'actualité du mois de novembre, puisque vous aviez un stand à la foire de Grenoble cette année, la foire qui a battu des records. Je ne sais pas s'il faut y voir un lien de cause à effet. Mais évidemment, évidemment. Il y avait beaucoup de monde. C'était quoi le principe de ce stand ? On avait un corner où il y a eu à peu près 12 exposants. Donc, c'est des jeunes créateurs, des jeunes artisans locaux qui sont venus présenter leurs produits, dont Anaïs J Création, dont je vais vous parler. Voilà. Alors, qui fait du macramé. Qui fait du macramé, voilà, ou encore l'art de faire des nœuds. Donc, c'est une tendance déco des années 70 qui revient en force dans nos maisons pour donner un petit côté bohème chic à nos intérieurs. Donc voilà, Anaïs, on l'a rencontrée, c'est Marie qui l'a rencontrée. Elle est venue exposer sur le stand à la foire de Grenoble. Et elle fait des petites merveilles. Elle remet au goût du jour ses techniques de tissage. Alors, elle est toute jeune, elle a 30 ans. Elle est orthophoniste de métier et puis passionnée de macramé. Donc à côté, elle fait ça. Vous allez voir défiler probablement des photos. J'ai une petite photo d'Anaïs, mais ma tablette est coincée, alors elle ne marche pas. Ah. Donc voilà. Voilà, toute jolie. Donc, c'est des techniques en fait de compilation de nœuds qu'on veut plats ou qu'on veut en volume. Elle s'est formée à cette technique via des tutos sur Internet. Elle a commencé à redécorer un peu son appartement, à faire des
des cadeaux à ses proches. Et puis en mai 2018, elle a partagé toutes ses créations sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, elle a eu vraiment du succès. Donc dans ce qu'on voit défiler, il y a plein de jolies pièces. Donc ça, c'est une tenture murale, typiquement. Voilà. C'est entre 2 à 3 heures de travail. Et puis, c'est des budgets qui peuvent aller, selon la taille des pièces, ça va de 30 à 150 € si elle vous fait une très, très grosse pièce. Elle fait aussi des suspensions avec du bois flotté que j'ai là, je ne sais pas trop. Laurie. Voilà. Qui va faire mon joli modèle. Donc, pour exposer vos plantes, ça, c'est un modèle qui coûte 30 € approximativement. Elle fait des plus petites pièces, voilà, des petits porte-clés, comme celui-là. Elle fait des plus grosses pièces. Elle fait des. Alors ça, c'est une petite tenture. On peut le monter après s'il faut. Hein. Ouais, ça c'est en coton. Ça se met où là? Non, ça se met sur le mur. C'est pas une brassière, voilà, ça se met sur le mur. Il faut compter 50 € pour une pièce comme ça. C'est en coton, c'est tout doux. Hein, tu peux en juger. Elle fait, alors elle a des plus petites pièces et puis des très grosses pièces. Elle fait des transats. On a vu défiler. Elle a fait une espèce d'arche pour un mariage. Elle fait ce qu'on appelle des wraps pour enrober des bouquets de fleurs, voilà, par exemple pour un mariage. Donc elle fait plein de choses. Il y a beaucoup de choses écrues et pastel, mais après, si vous avez des envies un peu plus colorées, elle peut répondre à votre demande. Elle crée beaucoup à la demande. Pour le moment. Masque aussi. En fait ça, tu vois, ça peut faire masque, brassière. Il est obligé de faire, de tuer ma chronique. Merci. Non, mais c'est... Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Non, mais c'est tu te rends compte que depuis le printemps, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. C'est toujours un plaisir de préparer une chronique avec toi. Tu pouvais faire des créations à la demande. À la demande, voilà, c'est ça, principalement. Alors après, merci, heureusement que tu me remets... Après, elle a fait quand même un petit stock de création pour la foire de Grenoble. Donc voilà, si vous pouvez aller sur son compte Instagram et sur sa page Facebook, donc c'est Anaïs J comme jolie, création avec un S. Et il y a toutes ces créations et ça peut faire une super idée cadeau pour Noël, par exemple. Et puis après, pour les moins connectés, elle expose à la boutique Exception Fleurs, 24 cours Beria. C'est la boutique de Lorraine qui était venue avec Marie, qui fait des très jolies couronnes de fleurs séchées. Voilà, donc elle expose là-bas et elle vous donne rendez-vous toutes les deux le 14 et 15 décembre. Elles vont faire un petit marché de Noël un peu confidentiel. Elles vont mixer leurs talents. Donc elles vont faire du macramé mixé de fleurs séchées. Et j'en ai déjà vu quelques modèles et ça va être très sympa. Voilà. Tu dis qu'elle a appris la technique en regardant des tutos sur Internet. J'en ai trouvé un. J'ai essayé de le reproduire. Je n'ai pas amené le résultat parce que c'était pitoyable. Bon, ça n'a pas l'air si simple que ça quand même à maîtriser cette technique de nœud. Il faut avoir un certain talent, ouais. Bon, ok, j'ai compris le message. Donc voilà, je ne sais pas. J'utiliserai mes doigts sur d'autres occupations que le macramé. En tout cas, bravo encore pour une nouvelle créatrice grenobloise. Je crois qu'elle va faire des ateliers. On t'inscrira. Ah, bah oui. Faire des ateliers. S'il y a quelqu'un pour vraiment m'expliquer comment ça marche, je suis preneur. Lina, t'es douée toi en macramé? Parce que tu rigoles, mais peut-être que t'es pas plus douée que moi. Je t'en ramènerai la semaine prochaine. Ah, t'en fais aussi. Bon. Non, c'est pas vrai. Moi, je vais te parler, donc sans transition, hein, je vais te parler d'un concours national de réalisation de films, le 48 heures film. C'est plus mon domaine, la vidéo. Un petit peu. Normalement. Ouais. Et il est même national et international puisqu'il existe aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est un festival dans lequel on dispose de seulement 48 heures pour réaliser un court-métrage. Et il faut absolument tout le monde peut participer, donc des professionnels, des amateurs, des personnes qui ont envie de participer, du moment on a de quoi réaliser un film, mais il y en a qui le font à l'iPhone, par exemple. 48 heures, ça veut dire qu'il y a un chrono, il y a un arbitre qui est là pour être sûr que vous allez respecter le timing? Bah justement, c'est bien que tu poses la question, Thibaut. Alors, le vendredi soir, il me semble que c'est vers 19h30, on donne des thèmes imposés. Donc, on impose un nom de personnage avec son métier ou sa fonction ou une activité, un objet, une réplique et un thème de film. Ça peut être thriller suspense comme nous, ce qu'on a reçu cette année, ou ça peut être film de sport, film intergénérationnel, film de western. Il y a différents thèmes. Et cette année, donc le nom imposé, c'était Elliot ou Élise Morcel. L'objet, c'était un pain au chocolat ou chocolatine.
Ici, on dit pain au chocolat. La phrase à dire, puisqu'il y a aussi une réplique à intégrer dans le film, c'est un peu, beaucoup, à la folie. Et nous, on est tombé sur thriller suspense ou film de sport. On a choisi thriller suspense. Et après, il y a d'autres conditions à respecter qui sont plus techniques. Donc, on a tous ces thèmes imposés le vendredi soir. Et il faut que le film soit rendu sur le bureau avec la clé USB et les papiers remplis le dimanche à la même heure. Donc, ça fait vraiment 48 heures pile. Il n'y a pas de session à Grenoble, mais il y en a une à Lyon. Si je vous parle de ce festival, c'est parce qu'il y a une partie de l'équipe de Télé Grenoble qui a participé cette année et l'an dernier, plus un ancien journaliste, Olivier, qui était à Télé Grenoble. On le voit là sur ces images. Voilà. On a eu Baptiste qui faisait le pré-montage et les effets spéciaux, Mathias qui était attaché de presse à la régie et rôle silhouette, et moi j'étais preneuse de son. Le reste de l'équipe, c'est des amis à nous, des personnes qu'on a pu intégrer. Alors les 48 heures, c'est vraiment 2 jours qui sont très intenses, puisque le soir 1, les 2 chefs de groupe, Michael et Olivier, ils ont dû écrire le scénario dans la nuit. À partir de ces éléments, voilà. La phrase, du nom d'acteur, etc. De vendredi à samedi, voilà, ils ont dû écrire le scénario. On a tourné, donc le samedi matin, on s'est tous réunis. Ils nous ont expliqué tous les thèmes imposés et le scénario. Et on a commencé le tournage. Et après, le montage et le rendu du film, ils doivent être déposés à la fin des 48 heures. On a quelques images normalement de coulisses du making of. Là, c'est tard. On voit que c'est tard. Donc là, c'est le samedi soir. Vous avez dormi ou il y a une nuit blanche pour tout le monde? Alors, on a tous dormi. Olivier et Michael, ils n'ont pas beaucoup dormi. Baptiste non plus, qu'on voyait là. Il n'est pas là en forme. Et là, c'est quand on est allé rendre le film, justement, au festival. Donc, signature. Et là, c'est bouquet final. On l'a rendu à l'heure. 48 heures pour faire un film de quelle durée? Alors, ça peut aller jusqu'à 6-7 minutes. Avec le générique, 8 minutes maximum. Vous avez fait quoi, 20 secondes, on m'a dit? Oui, voilà, à peu près. À 48 heures, c'est court. Hein. Là, on a fait à peu près... Il me semble qu'on a fait 7 minutes de film, 6 minutes. Et on avait... donc, je ne vais pas trop vous raconter le film, puisqu'on n'a pas vraiment le droit de parler du film pour l'instant, puisqu'on a la chance d'être en finale à Lyon. Donc, on n'a pas le droit de diffuser encore d'extrait du film, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu. Donc, j'ai choisi de vous... J'ai pas le droit, mais je vais le faire quand même. Voilà, c'est ça. J'ai pris des petits extraits de celui de l'an dernier. Regardez. Oh, clowns to fall, you looking good, you don't smile. Non, attends, Gérald, tu vas pas fuir encore une fois. Ça fait 1 mois que j'ai pas de nouvelles. Je sais que tu traverses une période difficile, mais là, il faut que t'arrêtes avec ces conneries, c'est malsain. Salut maman, ça va? Et toi, comment vas-tu? Oh bah écoute, ça va. Tu es sûr? Tu ne t'es pas connecté hier. J'ai l'impression ces temps-ci que ça ne va pas très très bien pour toi. Vous avez gagné avec ce film-là l'an dernier? Non, on n'avait pas gagné. Bon, d'un autre côté, c'est qu'un extrait. Oui, mais je te le montrerai en entier, tu veux. Et du coup, tous les films participants, ils sont diffusés au Comédia à Lyon, c'est un petit cinéma. Et avec, donc, ils sont jurés donc, sur le mérite artistique, la technique et le respect des contraintes. Et il y a différents prix qui sont distribués, meilleur film, deuxième meilleur film, troisième meilleur film. Et après, meilleur acteur, meilleure actrice, réalisateur, monteur... Enfin, le montage, la réalisation. Et donc, à Lyon, il y a eu un peu plus de 40 équipes, 7 ou 8 qui vont en finale, et la moitié qui sera sélectionnée pour monter à Paris. Donc, il y a beaucoup de tri. D'étapes. Voilà. Et le vainqueur du prix du meilleur film 2019, par contre, de chaque ville, il reçoit une projection à Filmapalooza 2020, c'est un festival, et un trophée et un logiciel d'une valeur de $250. Donc vous êtes en finale, c'est jeudi prochain. J'espère que vous finirez par monter à Paris quand même. Oui, on espère, mais c'est pas jeudi prochain. Ah, c'est pas jeudi prochain. Début décembre. Début décembre. Bon, c'est un jeudi. Bon, ils ont déjà posé leur jour pour aller défendre leur réalisation à Lyon. Puis j'espère qu'une fois qu'il aura été diffusé, on pourra en voir un extrait de l'édition 2019. Bah on vous tiendra au courant. Et... c'est mieux. Et je voulais dire bravo à toute l'équipe des Éclopés Magnifiques. Ah, bah, c'est un nom bien trouvé, ça. Ouais. Merci, Lina, pour ce concours un petit peu atypique. 48 heures pour faire un film, qu'on soit professionnel ou pas, c'est quand même un beau défi. Laurie, on va terminer avec toi. Je crois que tu nous as amené quelques produits bien de chez nous. Je pensais que vous aviez un petit creux. Ouais. Bah là, avec 3 noix, ça va pas aller bien loin. Bon, c'est toujours ça. Oui. Faut
vraiment un tout J'ai essayé petit, de les un tout casser, petit mais creux. bon, c'était un peu long. Alors bon, voilà. Donc tenez, ce sont des petites noix. Tu ne prends qu'un cerneau, Solène. Hein. Elle a intérêt d'être bonne. Moi, je suis le Donc, chef, j'ai le droit d'en prendre un entier. Je vous parle des noix de Grenoble parce que c'est de saison. Donc là, en novembre, on est en plein dans la récolte. Et si je vous parle des noix, je vous parle forcément du Grand Séchoir à Vinay. Donc c'est de là qu'elles viennent. Donc c'est une ancienne ferme restaurée et réhabilitée dans laquelle on faisait sécher les noix et qui est devenue en fait un musée consacré à l'histoire de la noix de Grenoble. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la noix, elle est présente sur notre territoire bien avant l'arrivée de l'homme. Le Grand Séchoir possède par exemple une noix fossilisée de plus de 8 millions d'années. Mais il faut attendre fin du 19e siècle, l'effondrement des cultures de vignes et de mûriers pour parler de nuciculture. Là, c'est développé tout un savoir-faire, donc des étapes de récolte, pour que la noix soit un fruit d'une belle qualité, donc comme vous pouvez le voir, et pour qu'elle soit vendeur. Donc autrefois, on cultivait la noix seulement pour soi, pour faire de l'huile par exemple, ou pour manger. Mais là, on parle vraiment d'export et de la vendre pour gagner de l'argent. Et l'un des marchés qui s'est ouvert très tôt, c'est le marché américain. Donc à partir de là, il a fallu créer des étapes de récolte pour que pour tous les agriculteurs puissent avoir une bonne qualité et soient la même partout. Et donc là, il y a eu un standard de qualité. Et la noix de Grenoble, elle est le premier fruit à avoir reçu en France une appellation d'origine contrôlée. Et là, on est en 1938. Un label qui va permettre de protéger la production et surtout de montrer aux acheteurs étrangers que cette noix, elle est liée à une zone géographique et à un savoir-faire précis. La zone de production de la noix de Grenoble s'étend aujourd'hui sur 259 communes, dont 183 en Isère. Et pour qu'une noix puisse avoir cette appellation d'origine contrôlée, elle doit avoir un calibre supérieur à 28 mm. Donc ça, c'est plus de 28 mm. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait des noix qui sont plus petites? Alors, on ne les perd pas, on ne les jette pas. Toutes ces noix, en fait, les petites noix, elles sont quand même cassées. Et donc là, on peut en faire justement de l'huile, par exemple, ou elles sont vendues pour faire des pâtisseries. Alors, le Grand Séchoir là, qu'on a vu en image à Vinay, est-ce qu'il propose aussi des expositions thématiques, temporaires? Oui, donc là, en ce moment, il y a une exposition temporaire. Donc c'est la noix de Grenoble, une belle histoire, donc, qui se termine le 31 décembre 2020. Donc c'est une rétrospective des 80 ans de l'appellation noix de Grenoble. Donc là, on entre plutôt dans le détail. On suit vraiment l'histoire de la noix, donc l'histoire de la noix avec un grand H, donc depuis son appellation en 1938. Et on la voit en fait avancer et traverser les grandes étapes écoutées. L'une des grandes étapes de cette fameuse histoire, eh bien, c'est l'arrivée de la mécanisation. Dans les années 80, c'était vraiment la révolution. Ça y est, on va réfléchir à créer des machines, à créer des secoueuses, des ramasseuses qui vont nous permettre de travailler plus rapidement et puis de pouvoir étendre la production. Et donc là, dans l'exposition, on voit un petit peu ces premiers engins aux allures un peu de chars d'assaut vraiment extraordinaires. Et chacun va jouer d'inventivité, de bricolage pour essayer de trouver la machine la plus performante qui soit. La secoueuse, je crois que c'est une machine qui secoue les troncs d'arbres pour faire tomber les noix. J'imagine, ça doit être lié, je pense. Est-ce qu'elle est bonne, cette noix? Elle est très bonne. Je la mange comme j'en ai qu'une demi. Je l'économise jusqu'à la fin de l'émission, mais la noix de Grenoble est incomparable. D'ailleurs, il y a le week-end prochain un salon de la noix à Vinay. C'est le grand rendez-vous pour tous les amateurs de noix de la région. Ouais, donc c'est le salon de la noix de Grenoble et des produits du terroir. Donc c'est le 23 et 24 novembre. Donc ça se déroule au gymnase de Vinay et au Grand Séchoir. Donc c'est un moment annuel festif qui se déroule juste après la récolte. Donc le salon, c'est le rendez-vous qui permet en fait aux producteurs et aux consommateurs de se rencontrer. Donc en fait, c'est 2 jours pour échanger, apprécier les vertus gustatives et nutritives de la noix, la beauté aussi du bois de noyer et ses usages et savourer des produits de notre terroir. Pendant ce salon, il y a notamment plusieurs rendez-vous qui valent vraiment le détour. Donc il y a le concours pour désigner le meilleur vin de noix, par exemple. Il y a aussi un spectacle pyrotechnique samedi à 18h30 et surtout le championnat des casseurs de noix. Donc c'est un championnat insolite, unique au monde. L'objectif, casser le plus de noix en un temps record et pour en sortir des cerneaux non brisés en plus grand nombre. Voilà. Et donc pas de panique, les inscriptions se font sur place dès le matin, mais les places sont limitées. On l'a vu sur tes images, c'est toute génération, ce championnat du monde. Il faut un petit maillet, c'est ça, ouais. l'outil de base. Champion du monde en titre, il s'appelle comment, les filles?
Ah, je vais faire mon malin. Non, moi je suis pas très fond. Je suis bon pour les manger, mais pas trop pour les casser. Daniel Delegue, voilà le champion du monde en titre. J'ai un petit. En fait, il est allergique. qui remettra son titre en jeu le week-end prochain à Vinay. On va terminer cette émission, puisqu'il me reste un petit bout de noix, par notre rubrique On en a parlé. Ah oui, désormais, quand on aura le temps pour finir la semaine, je vous donnerai des nouvelles des invités qui sont passés dans cette émission. On a déjà eu évoqué quelques-uns dans la revue de presse. Et comme je sais, Charlotte, que tu apprécies les belles histoires qui se terminent bien, voilà des images de l'émission du 20 septembre dernier. Ce jour-là, on recevait sur ce plateau Christian Moulek, dont l'histoire incroyable mais vraie a été portée au cinéma dans le film Donne-moi des ailes par le réalisateur Nicolas Vanier. C'est pas lui, ça c'est moi. Christian, il a développé un savoir-faire qui lui permet de voler avec des oies sauvages à bord de son ULM et d'en faire d'ailleurs profiter les autres. Ces images insolites ont fait le tour du monde. Et pour les besoins de cette émission, Charlotte, tu étais montée la veille à Saint-Hilaire du Touvet, rejoindre Christian qui était invité de la Coupe Icare pour le filmer avec ses oies. Ce sont les images qu'on est en train de voir. Tu as même eu le droit à un petit vol de démonstration, mais le vol ne s'est pas vraiment terminé comme prévu. Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vole pas tout. Il a 12, je crois qu'il avait 12 ou 11 oies ce jour-là. Et en fait, il les fait pas voler toutes d'un coup. Il fait d'abord avec un premier groupe et avec un deuxième. Parce qu'en plus, les oies connaissaient pas le terrain. Et donc là, le premier se passe très bien. Et puis le deuxième, il y en a qui atterrissent. Et 2 qui sont partis. Et je suis partie, on ne les avait pas encore retrouvés. Donc après, j'ai su qu'il y en avait une qui s'était fait la malle. Il en a retrouvé une rapidement, mais l'autre avait complètement disparu. Aka, qui est en plus la star de son groupe, celle qui est la star du film Donne-moi des ailes. Et il a fallu une dizaine de jours pour qu'un petit miracle se produise. Des surfeurs qui faisaient de la planche sur le lac de Serponçon, donc à plus de 100 km au sud de Grenoble, ont été intrigués par une oie qui les suivait en permanence. C'est pas normal pour une oie sauvage, sauf que celles-ci, comme elles sont habituées aux hommes, elles n'avaient pas peur. Il y a un des surfeurs qui s'est quand même demandé d'où ça venait, qui a vu qu'il y avait un petit médaillon sur la patte, qui a ouvert le médaillon et qui a recontacté Christian pour lui dire voilà, j'ai une oie qui a l'air d'apprécier les humains et venez la chercher, il était tout content, mais ton tournage aurait pu lui mal finir et l'amputer d'une des stars de son élevage, puisqu'il les fait naître et il les apprivoise, il les dresse, je ne sais pas si le terme est bon, pour qu'elles puissent voler avec lui. En tout cas, l'histoire se termine bien et en attendant, le film Donne-moi des ailes est encore à l'affiche. C'est un vrai succès, on en voit quelques images. Il entame sa 6e semaine d'exploitation avec plus de 1,2 million d'entrées. On avait bien senti en l'invitant que ce serait un carton ce film. Et vous pouvez le voir au Pâté, Échirolles, Grenoble, à Nef ou à l'espace Aragon de Villard-de-Lans en ce moment. C'est Jean-Paul Rouve qui joue le rôle à l'écran de Christian Moulek. Vous l'avez vu, Solène, Les Mondaines, non? Non, pas du tout. Pour les mères de famille, c'est une bonne idée d'emmener les enfants. Voilà, merci en tout cas pour... ces bonnes idées, petit clin d'œil donc à Anaïs et sa brassière, qui n'en est pas une. Et puis, elle sera ravie de savoir qu'elle peut faire des vêtements maintenant. Voilà. Je lui offrirai un petit bout de noix également à Anaïs si un jour on a l'occasion de l'accueillir sur ce plateau. On se retrouve dès lundi pour de nouvelles aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.